En d'autres termes, vous êtes littéralement tout le monde. Gandhi, Hitler, vos amis, vos ennemis, vos ancêtres et vos descendants. La théorie du jeudi dernier est l'une de ces idées intrigantes et paradoxales qui flirtent avec les limites de la logique et de la philosophie. Selon cette théorie, tout ce que nous connaissons l'univers, les planètes, les étoiles, les êtres humains, et même nos souvenirs auraient été créés jeudi dernier. Cela inclurait non seulement nos souvenirs personnels, mais aussi toutes les traces historiques, fossiles, et cultures qui nous donnent l'illusion d'un passé bien plus ancien. Ce qui rend cette idée fascinante, c'est qu'elle est à la fois hautement improbable et pourtant difficile à réfuter. Si un être supérieur ou une force créatrice avait le pouvoir de construire un univers en un instant, avec tous ses détails et sa complexité apparente, comment pourrions-nous le prouver ou le nier ? Un parallèle amusant peut être fait avec la création de personnages dans un jeu vidéo comme les Sims. Lorsque vous créez un personnage, il vient à l'existence instantanément. Pourtant, ce personnage peut avoir un passé prédéfini, des relations, des souvenirs, des traits de caractère. Ces éléments, bien que fictifs, donnent l'impression d'un vécu, d'une continuité qui n'existe en réalité pas. Dans cette optique, nous pourrions être les créations d'un joueur ou d'un être supérieur, avec des souvenirs et des histoires insérées artificiellement pour donner l'illusion d'une existence prolongée. Tout ce que nous percevons comme réel pourrait n'être qu'une mise en scène méticuleusement construite. La théorie du jeudi dernier est fascinante parce qu'elle met en lumière la fragilité de nos certitudes sur le temps et la réalité. Si nos souvenirs, nos expériences, et les preuves tangibles comme les fossiles ou les documents historiques sont tous falsifiables, alors qu'est-ce qui garantit que le passé est réel ? De plus, elle est liée à des concepts plus larges en philosophie, comme le solipsisme, l'idée que l'on ne peut être sûr que de l'existence de sa propre conscience, ou les théories de simulation. Dans ces cadres, l'univers lui-même pourrait être une construction artificielle, et notre perception du temps pourrait être complètement manipulée. Une extension naturelle de cette idée est la théorie de la simulation, qui propose que nous vivons dans une réalité simulée, créée par une civilisation technologiquement avancée. Dans ce modèle, notre univers pourrait être une sorte de programme informatique, et tout ce que nous percevons comme réel, les lois de la physique, les relations humaines, les événements historiques pourraient être des lignes de code exécutées pour simuler une expérience cohérente. Si nous vivons dans une simulation, alors la notion de jeudi dernier prend un autre sens. Il se pourrait que notre simulation ait été mise en marche récemment, avec tous les éléments nécessaires pour donner l'illusion d'un passé. Une autre variation intéressante de cette réflexion est l'idée que nous ne vivons pas réellement, mais que nous revisitons nos souvenirs dans les 7 minutes précédant notre mort. Cette théorie s'appuie sur le fait que, lors de la mort, le cerveau pourrait fonctionner à toute vitesse pour traiter des informations, créant une expérience subjective étendue où nous revivons notre vie entière. Dans ce contexte, tout ce que nous vivons en ce moment pourrait être une reconstruction de notre esprit. Chaque souvenir, chaque interaction, chaque pensée pourrait être un fragment d'une existence passée, recombiné dans un dernier effort du cerveau pour donner un sens à la fin imminente. Ce qui rend ces théories particulièrement captivantes, c'est leur caractère invérifiable. Comment prouver ou réfuter l'idée que l'univers a été créé jeudi dernier, ou que nous sommes en train de revivre nos souvenirs avant la mort ? Ces questions échappent au domaine de la science empirique pour entrer dans celui de la philosophie spéculative. Cependant, ces réflexions ne sont pas sans intérêt. Elles nous incitent à interroger nos certitudes sur la réalité, le temps, et notre place dans l'univers. Même si elles ne conduisent pas à des réponses définitives, elles enrichissent notre compréhension de ce que signifie être conscient et exister. Dans 100 ans, la majorité d'entre nous ne seront plus là. Nos vies, aussi précieuses qu'elles nous paraissent aujourd'hui, deviendront une simple page dans les livres d'histoire, ou peut-être même un simple paragraphe dans le récit plus vaste de l'humanité. Nous sommes, comme chaque génération avant nous, une période éphémère dans le grand déroulement du temps. Regardons le passé, combien d'entre nous pensent réellement au XIXe siècle, à ces milliards d'âmes disparues ? Nous savons que cette époque a existé, nous avons entendu parler de figures marquantes comme Charles Darwin, Abraham Lincoln ou Marie Curie. Mais qu'en est-il des innombrables anonymes ? Ceux qui ont aimé, pleuré, rêvé,
travaillés? Ils sont presque tous oubliés, leurs noms effacés de la mémoire collective, leurs histoires perdues dans le flot du temps. De la même manière, la plupart d'entre nous, vivant au XXIe siècle, seront oubliés d'ici 100 ans. Nos vies, bien que significatives pour nous et nos proches, ne laisseront pas de traces durables dans le récit global de l'humanité. Seuls quelques-uns des innovateurs, des penseurs ou des leaders seront retenus comme les figures emblématiques de notre époque. Ce constat peut sembler dur, voire nihiliste. Pourquoi s'efforcer, pourquoi chercher un sens à notre existence, si nous sommes destinés à être oubliés? Mais peut-être que l'objectif n'est pas de rester gravé dans les mémoires du futur, mais plutôt de contribuer, à notre échelle, à l'évolution et à l'amélioration de notre espèce. La postérité, cette idée d'être retenu par l'histoire, est souvent réservée à ceux qui ont fait avancer la science, la culture ou la société de manière significative. Ce sont les inventeurs, les écrivains, les artistes, les activistes, les scientifiques qui ont façonné les époques. Mais pour chaque Einstein, chaque Mandela, il y a des millions d'autres individus dont l'impact, bien que réel à petite échelle, ne dépasse pas leur propre communauté ou leur propre époque. Bien que la plupart d'entre nous ne laissent pas de traces dans l'histoire globale, cela ne signifie pas que nos vies manquent de valeur. Chaque individu contribue, directement ou indirectement, à façonner l'époque dans laquelle il vit. Nous influençons nos proches, participons à des réseaux sociaux, économiques ou culturels, et transmettons des idées et des valeurs. Ces contributions, bien que minuscules à l'échelle planétaire, font partie du tissu qui compose chaque siècle. Le fait que nous soyons oubliés par le futur ne diminue pas la valeur intrinsèque de nos expériences, de nos relations, ou de nos réalisations personnelles. Après tout, la vie humaine est précieuse en elle-même, non pas parce qu'elle est mémorisée, mais parce qu'elle est vécue. En regardant vers l'avenir, nous pouvons imaginer que le XXIe siècle se souviendra de certains des moments marquants du XXIe siècle, les avancées technologiques, la lutte contre le changement climatique, les percées médicales, et peut-être les premières étapes de la colonisation spatiale. Mais il est improbable que ces futurs humains se rappellent de nos noms, de nos visages, ou de nos histoires individuelles. Nous serons pour eux ce que le XIXe siècle est pour nous aujourd'hui, une époque vague et lointaine, peuplée d'innombrables inconnus. Cela ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous pousser à penser à la manière dont nous vivons aujourd'hui. Ce que nous faisons maintenant pourrait façonner la vie des générations futures, même si nos noms ne sont jamais mentionnés. La fosse des Mariannes est l'un des endroits les plus fascinants et les plus mystérieux de la planète. Située dans l'océan Pacifique, elle est connue pour être le point le plus profond des océans terrestres, atteignant près de 11 000 mètres de profondeur dans sa partie la plus basse, appelée le Challenger Deep. Cependant, une théorie intrigante et quelque peu terrifiante suggère que ce que nous considérons comme le fond de cette fosse pourrait ne pas être un fond solide, mais autre chose, potentiellement un monde caché, abritant des formes de vie inconnues datant de milliards d'années. L'idée que le fond de la fosse des Mariannes pourrait être autre chose qu'un simple plancher océanique repose sur le fait que nous avons exploré moins de 5% des océans de la Terre. Les profondeurs abyssales, comme celles de la fosse, restent largement inaccessibles, même avec nos technologies modernes. La pression écrasante, les températures glaciales, et l'absence de lumière rendent l'exploration directe presque impossible. Certains scientifiques ont proposé que le fond de la fosse pourrait être recouvert d'une couche épaisse de sédiments organiques et minéraux, mais d'autres théories plus audacieuses imaginent qu'il pourrait dissimuler des structures géologiques ou biologiques inédites, comme des cavités, des écosystèmes uniques, ou même des êtres vivants incroyablement anciens. Cette hypothèse a gagné en popularité avec des œuvres de fiction comme The Meg, où un écosystème caché abrite des créatures préhistoriques. Si cette théorie est vraie, elle soulève la possibilité que des formes de vie datant de milliards d'années puissent encore exister dans ces profondeurs. Contrairement à la surface, où l'évolution et l'environnement ont radicalement changé au fil du temps, les abysses sont restés relativement stables sur des échelles de temps géologiques. Cela pourrait permettre à des espèces anciennes, potentiellement disparues ailleurs sur Terre, de survivre dans un isolement total. Des découvertes récentes montrent que la vie peut exister dans des conditions extrêmes, bien au-delà de ce que nous pensions possible. Par exemple, les créatures des fumeurs noirs, autour des sources hydrothermales à des profondeurs extrêmes,
des écosystèmes entiers prospèrent sans lumière solaire, utilisant la chimiosynthèse pour produire de l'énergie. Les micro-organismes dans les sédiments abyssaux, ces formes de vie minuscules peuvent survivre des millions d'années en consommant des quantités infinitésimales d'énergie. Les pieuvres d'Imbo et les amphipodes géants, ces animaux bizarres et adaptés aux profondeurs extrêmes démontrent à quel point la vie peut être diversifiée dans les abysses. Alors, pourquoi pas des créatures encore plus anciennes, des reliques de l'histoire de la vie sur Terre, vivant cachées sous le plancher de la fosse des Mariannes? Les efforts pour explorer la fosse des Mariannes et d'autres parties des océans profonds continuent, bien que lentement. Des sous-marins spécialisés comme le DSV Limiting Factor ou le Deep Sea Challenger permettent d'atteindre ces profondeurs extrêmes, mais les plongées restent rares et coûteuses. Chaque expédition apporte son lot de découvertes, mais aussi de nouvelles questions. Et même si nous découvrons que le fond de la fosse des Mariannes est simplement constitué de sédiments, cela ne diminuera pas le mystère de ce qui pourrait encore être caché dans les abysses inexplorés. La fosse des Mariannes et les océans en général nous rappellent à quel point nous connaissons peu notre propre planète. Alors que nous tournons nos regards vers l'espace, cherchant la vie sur Mars ou sur les exoplanètes, il reste tant à explorer ici, dans nos propres océans. Et peut-être, un jour, découvrirons-nous que ce que nous pensions être un simple fond cache un autre monde, un rappel silencieux de la profondeur et de la complexité de la Terre. Depuis des décennies, scientifiques et astronomes s'efforcent de cartographier l'univers. Nous comprenons assez bien ce qui s'y trouve, des planètes, des lunes, des étoiles, des trous noirs, des nébuleuses, et bien sûr, l'immensité de l'espace vide. La gravité, cette force invisible mais fondamentale, régit la danse cosmique. Elle relie les lunes aux planètes aux étoiles, et les étoiles aux structures plus grandes comme les galaxies et les amas de galaxies. Mais il existe un mystère qui défie notre compréhension actuelle de l'univers. Depuis des années, les astronomes ont remarqué un phénomène étrange: tout ce qui compose l'univers observable, toutes les galaxies connues et inconnues, semblent dériver dans une même direction, lentement mais sûrement. Tout bouge vers la gauche, selon notre cartographie cosmique. Et au cœur de ce mouvement colossal, il y a une énigme gravitationnelle que nous appelons le Grand Attracteur. Le Grand Attracteur est une région de l'espace située dans une zone partiellement cachée par la Voie lactée, dans ce que les astronomes appellent la zone d'évitement. Cette zone, dense en gaz et en poussière, rend l'observation directe extrêmement difficile. Mais grâce aux techniques modernes d'observation, telles que les rayons X et infrarouges, nous savons que cette région exerce une force gravitationnelle inimaginable, attirant des amas entiers de galaxies, y compris le nôtre. Ce qui est particulièrement déroutant, c'est l'échelle de ce phénomène. L'univers est déjà en expansion sous l'effet de l'énergie sombre, une force qui pousse tout à s'éloigner de tout. Pourtant, malgré cette expansion, le Grand Attracteur exerce une force suffisamment puissante pour perturber ce mouvement universel et attirer tout vers lui. Des amas galactiques entiers, pesant des milliers de milliards de fois la masse du Soleil, se dirigent lentement mais inexorablement dans sa direction. Le plus troublant dans cette histoire, c'est l'idée que nous sommes embarqués dans ce voyage cosmique, totalement impuissant. La Terre, le système solaire, notre galaxie entière, tout est entraîné dans ce mouvement. Et nous n'avons ni le pouvoir ni la technologie pour modifier ce cours. Nous sommes comme des feuilles emportées par un courant invisible, glissant vers une destination inconnue. Pourtant, nous ne ressentons rien. Le mouvement est si lent, si colossal, qu'il dépasse notre échelle de temps humaine. Ce n'est qu'en observant les galaxies lointaines et leur décalage subtil sur nos cartes que nous avons réalisé ce phénomène. C'est un rappel poignant que, malgré nos progrès en astronomie et en exploration spatiale, nous sommes loin de tout comprendre dans l'univers. Une théorie captivante et terrifiante évoque la possibilité qu'un type particulier de supernova puisse émettre un faisceau concentré de radiation ou d'énergie. Ce rayon, traversant l'immensité de l'espace, pourrait frapper la Terre avec une force cataclysmique, provoquant une destruction globale instantanée. Et avant la fin inévitable, nous serions témoins d'un spectacle à la fois magnifique et apocalyptique, un ciel entier illuminé par des aurores. Mais ce qui ressemble à une danse céleste féerique cacherait en réalité un processus terriblement destructeur.
Ces aurores ne seraient pas des phénomènes naturels comme ceux que nous observons parfois près des pôles terrestres, mais le signe que notre atmosphère, et plus particulièrement la couche d'ozone, est littéralement en train de se désintégrer sous l'effet de l'intense énergie du rayon. Les supernovas, lorsque des étoiles massives arrivent en fin de vie, libèrent une quantité d'énergie inimaginable en quelques secondes. Certaines, connues sous le nom de supernovas à sursaut gamma, émettent des faisceaux extrêmement concentrés de radiation à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces faisceaux, s'ils pointaient dans notre direction et traversaient l'espace interstellaire, pourraient frapper la Terre sans avertissement préalable. Lors de l'impact, ces radiations interagiraient avec l'atmosphère terrestre, particulièrement avec l'azote et l'oxygène, provoquant des réactions chimiques qui anéantiraient la couche d'ozone. La destruction de cette couche protectrice exposerait immédiatement la surface terrestre aux rayons ultraviolets mortels du Soleil, rendant la vie impossible. L'une des premières manifestations visibles pour les humains serait la formation d'aurores extraordinaires, mais mortelles, partout sur la planète, et non seulement près des pôles. Cela se produirait lorsque les particules énergétiques des radiations interagiraient avec le champ magnétique terrestre. Ces aurores seraient d'une intensité et d'une ampleur jamais vues auparavant, illuminant le ciel d'une manière spectaculaire et irréelle. Si cette théorie a un côté poétique, elle est aussi profondément troublante. La lumière dansante des aurores pourrait être la dernière chose que l'humanité verrait. En quelques heures, peut-être moins, les conséquences du faisceau seraient catastrophiques. Les systèmes électroniques seraient immédiatement neutralisés par l'intense rayonnement, plongeant la Terre dans l'obscurité totale après le spectacle. La destruction de la couche d'ozone provoquerait une vague de chaleur extrême et une exposition mortelle aux rayons UV. La chaîne alimentaire s'effondrerait rapidement, à commencer par le phytoplancton, base des écosystèmes marins. Enfin, les radiations directes rendraient la surface de la Terre inhabitable. Même si nous avions une technologie avancée pour détecter ce type de supernova, il est peu probable que nous puissions faire quoi que ce soit pour éviter un tel événement. Les faisceaux gamma voyagent si vite que nous n'aurions que quelques instants d'avertissement avant leur arrivée. Le plus terrifiant dans cette hypothèse est peut-être qu'elle est entièrement indépendante de l'humanité. Contrairement aux dangers que nous créons nous-mêmes, comme le changement climatique ou les armes nucléaires, une supernova est un événement cosmique sur lequel nous n'avons absolument aucun contrôle. Elle nous rappelle que, malgré nos avancées, nous restons une espèce vulnérable face aux forces immenses de l'univers. Imaginez un univers où la mort n'est pas la fin, mais plutôt une transition invisible. Selon cette théorie, chaque fois que vous mourrez, votre conscience ne s'éteint pas. Elle ne traverse ni tunnel lumineux, ni abîme de néant. Au contraire, à l'instant précis de la mort, vous êtes projeté dans un univers parallèle presque identique au vôtre, où les circonstances ont légèrement changé pour vous permettre de survivre. Cette idée repose sur le concept d'univers multiple, souvent exploré en physique théorique. L'hypothèse des multivers suggère qu'à chaque instant, de multiples réalités se ramifient, chacune correspondant à une possibilité différente. Dans ce contexte, lorsque votre corps meurt dans une réalité donnée, votre esprit glisse subtilement vers une version alternative où cette mort a été évitée. Prenons un exemple concret, vous marchez dans une rue animée, et soudain, une voiture perd le contrôle. Dans une réalité, l'accident est inévitable et vous périssez sur le coup. Vos proches pleurent votre perte, organisent des funérailles et continuent leur vie en vous gardant en mémoire. Mais pour vous, cette version de l'histoire disparaît complètement. À la place, vous vivez dans un univers où le conducteur freine juste à temps, où un passant vous tire hors de danger. Vous vous relevez, légèrement secoué, pensant avoir eu une chance extraordinaire. Cette théorie ajoute une couche intrigante à la perception de la mort. Elle suggère que, tant qu'il existe une version de l'univers où vous êtes encore en vie, votre conscience continuera d'exister, sautant de branche en branche parmi les réalités infinies. Cela expliquerait peut-être pourquoi tant de personnes rapportent des expériences proches de la mort où elles échappent de peu à des situations fatales. Peut-être que ce miracle est en réalité le premier pas dans un univers légèrement différent. Cette hypothèse soulève des questions vertigineuses. Si nous sautons constamment entre les réalités, que deviennent les versions de nous-mêmes qui meurent dans ces autres univers? Sont-elles des coquilles vides, des corps sans conscience?
Ou bien notre conscience coexiste-t-elle avec d'autres versions de nous-mêmes dans des dimensions parallèles? Certains philosophes pourraient y voir une réinterprétation moderne de l'immortalité. Ce n'est pas notre corps qui survit à travers le temps, mais notre conscience, un phénomène qui transcende les lois de la physique telles que nous la comprenons. D'autres pourraient y voir un éclairage sur la notion de destin. Si chaque choix crée une nouvelle réalité, alors la mort elle-même pourrait être une illusion dans cette myriade d'univers. Du côté scientifique, bien que cette théorie flirte davantage avec la science-fiction qu'avec la science rigoureuse, elle s'inspire de principes réels, comme la mécanique quantique et la théorie des multivers. Selon certaines interprétations de la mécanique quantique, comme celle de Hugh Everett, chaque décision ou événement divise l'univers en plusieurs réalités parallèles. Si tel est le cas, il n'est pas impossible d'imaginer un mécanisme où notre conscience choisit une réalité où elle peut continuer à exister. Mais que se passe-t-il lorsque toutes les options sont épuisées? Si nous sautons sans cesse dans des réalités où nous survivons, il pourrait arriver un moment où aucune réalité viable n'existe. Par exemple, une maladie incurable, une catastrophe planétaire ou simplement l'usure du temps pourrait créer une impasse où il ne reste plus aucun univers parallèle capable de nous accueillir. Cela signifierait que la vraie mort n'est pas simplement l'arrêt biologique, mais la fin du potentiel de survie à travers les multivers. Une fois que toutes les possibilités sont épuisées, notre conscience s'éteindrait, marquant la fin absolue de notre existence. Cette théorie, bien qu'elle soit pure spéculation, est aussi un miroir fascinant de notre instinct de survie. Nous nous accrochons instinctivement à la vie, repoussant l'idée de notre fin avec des croyances en une vie après la mort, des récits de réincarnation ou encore des quêtes scientifiques pour repousser les limites de la biologie. Ici, l'idée des transferts dimensionnels propose une nouvelle manière d'imaginer cette résilience. Nous continuons, toujours, dans un autre espace-temps. Une théorie fascinante et troublante tente d'expliquer pourquoi, malgré l'immensité de l'univers et ses innombrables étoiles et planètes, nous n'avons trouvé aucune trace d'autre forme de vie intelligente. Connue sous le nom de théorie du grand filtre, elle suggère qu'il existe un obstacle insurmontable, une étape critique que toute civilisation doit franchir pour survivre à long terme et que, jusqu'à présent, aucune n'a réussi à dépasser. Le grand filtre est une hypothèse qui postule qu'un événement ou une série d'événements limite inévitablement la progression des civilisations intelligentes. Cela pourrait se produire à n'importe quel stade de leur développement, de l'apparition de la vie jusqu'à leur expansion galactique. Voici quelques exemples des points où ce filtre pourrait intervenir. La formation de la vie, peut-être que la vie elle-même est incroyablement rare. Si l'émergence de molécules autoréplicantes ou de cellules complexes nécessite des conditions si spécifiques qu'elle ne se produit presque jamais, alors nous pourrions déjà avoir franchi le grand filtre. L'évolution de l'intelligence, même si la vie est commune, l'intelligence pourrait être une anomalie. Sur Terre, des millions d'espèces ont évolué, mais une seule a développé une technologie avancée. L'autodestruction, une fois qu'une civilisation atteint un niveau technologique élevé, elle pourrait devenir la cause de sa propre extinction. Les guerres nucléaires, la destruction écologique, ou des intelligences artificielles hors de contrôle pourraient être des exemples de filtres auto-imposés. Les catastrophes cosmiques, des supernovas, des impacts d'astéroïdes, ou des fluctuations catastrophiques de l'environnement planétaire pourraient anéantir des civilisations avant qu'elles ne puissent s'étendre au-delà de leur planète d'origine. Les limites technologiques, peut-être qu'il existe des barrières physiques ou technologiques insurmontables qui empêchent les voyages interstellaires ou les communications sur de grandes distances, rendant l'expansion galactique impossible. Si le grand filtre existe, cela expliquerait pourquoi nous ne détectons aucune autre civilisation. Si des formes de vie intelligentes existaient et avaient dépassé ce filtre, elles auraient pu coloniser la galaxie, rendant leur présence évidente. Le fait que nous n'observons rien pourrait signifier que presque toutes les civilisations échouent avant d'atteindre ce point. L'une des questions les plus effrayantes liées à cette théorie est de savoir si nous avons déjà passé le grand filtre ou si nous nous en approchons. Si la vie et l'intelligence sont incroyablement rares, cela pourrait signifier que nous avons franchi le filtre le plus difficile. Cela ferait de nous une exception cosmique, et survivre à long terme serait alors une possibilité réelle. Mais si le grand filtre se trouve dans notre avenir, cela signifie qu'un obstacle insurmontable nous attend.
Peut-être qu'il s'agit de quelque chose que nous ne pouvons même pas concevoir pour le moment, une technologie qui tourne mal, une catastrophe naturelle inévitable, ou un mécanisme universel qui empêche toute civilisation de dépasser un certain point. Le plus effrayant dans cette théorie est que nous ne saurions pas que nous vivons le grand filtre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si une technologie dangereuse devient incontrôlable, si des changements environnementaux deviennent irréversibles, ou si nous déclenchons un événement que nous ne comprenons pas entièrement, nous ne prendrons conscience de notre erreur qu'a posteriori. Cela peut aussi signifier que certaines menaces pourraient déjà être en cours. La crise climatique, les armes de destruction massive, ou même des dangers émergents comme l'intelligence artificielle pourraient être des manifestations de ce filtre. Nous pourrions vivre les premières étapes de cet obstacle final sans même en être pleinement conscients. L'idée que l'humanité est seule dans l'univers, non pas parce que la vie est rare, mais parce que nous sommes les premiers à atteindre ce niveau d'intelligence, est à la fois fascinante et troublante. Ce concept repose sur une hypothèse audacieuse: les conditions qui ont permis l'émergence de la vie intelligente sur Terre sont si improbables et uniques que, jusqu'à présent, aucune autre civilisation n'a eu l'opportunité de suivre un chemin similaire. L'évolution de la vie intelligente sur Terre résulte d'une chaîne d'événements extraordinairement complexes et souvent imprévisibles. Pour arriver à notre stade, il a fallu une succession de circonstances fortuites, chacune servant de fondation à la suivante. Voici quelques exemples de ces moments critiques. La formation du système solaire: nous vivons dans une zone dite habitable, où l'eau peut exister sous forme liquide. Cette distance parfaite du Soleil, combinée à une stabilité relative sur des milliards d'années, est rare à l'échelle galactique. L'impact Theia: l'hypothèse dominante est que la Terre a été frappée par une planète de la taille de Mars, formant la Lune et stabilisant l'inclinaison de notre planète. Cette stabilité a permis des cycles climatiques propices à l'évolution de la vie. La photosynthèse et l'oxygénation: l'apparition de bactéries capables de photosynthèse a changé la composition chimique de l'atmosphère, créant une couche d'ozone et rendant la Terre habitable pour les formes de vie plus complexes. Les extinctions massives, les cataclysmes, comme l'impact de l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures, ont paradoxalement ouvert la voie à l'évolution des mammifères et, en fin de compte, des humains. L'émergence de l'intelligence: même avec toutes ces conditions réunies, il a fallu des millions d'années pour que l'intelligence humaine émerge. L'évolution culturelle, le langage, et la capacité de coopération à grande échelle ont permis à notre espèce de dépasser les contraintes biologiques. Chacune de ces étapes dépendait d'une multitude de facteurs qui, pris isolément, sont incroyablement improbables. Ensemble, ils forment une chaîne d'événements qui ressemble davantage à un coup de chance cosmique qu'à un processus systématique. Si l'univers est si vaste et si ancien, pourquoi ne trouvons-nous pas de traces d'autres civilisations avancées? Ce paradoxe, connu sous le nom de paradoxe de Fermi, trouve ici une réponse possible: nous sommes peut-être les premiers. Dans une galaxie vieille de 13,6 milliards d'années, il est concevable que d'autres planètes soient actuellement en train de suivre les premières étapes de la vie ou de l'évolution. Cependant, aucune n'aurait encore atteint un stade où elle peut manipuler son environnement à l'échelle planétaire, explorer l'espace, ou envoyer des signaux détectables. Être les premiers ne signifie pas nécessairement que nous serons seuls pour toujours, mais cela place l'humanité dans une position unique et, peut-être, fragile. Si nous sommes les premiers, nous portons la responsabilité de devenir des pionniers pour toutes les formes de vie intelligente qui pourraient suivre. Cette idée amène une réflexion vertigineuse: en tant que première intelligence, l'humanité est la conscience de l'univers, sa première tentative d'explorer, de comprendre, et de donner un sens à son existence. Cela fait de nous non seulement des explorateurs, mais aussi des gardiens. Si nous échouons par la destruction écologique, les conflits, ou d'autres erreurs, nous risquons de priver l'univers de cette première opportunité de devenir conscient de lui-même. Dans ce contexte, la survie et la prospérité de l'humanité ne concernent pas seulement notre espèce, mais peut-être l'ensemble de la galaxie. Bien sûr, cette hypothèse repose sur des conjectures. Peut-être que d'autres civilisations existent, mais elles sont trop éloignées pour être détectées, ou elles suivent un chemin d'évolution radicalement différent. Peut-être qu'elles ont existé, mais ont disparu avant que nous ne puissions les observer. Mais si nous sommes réellement seuls pour le moment, cela change notre perception de nous-mêmes et de notre place dans l'univers.
Cela donne une nouvelle urgence à nos efforts pour explorer l'espace, protéger notre planète et chercher des réponses aux grandes questions de l'existence. Car si nous sommes les premiers, nous sommes aussi les seuls témoins de ce moment unique où l'univers s'observe à travers nos yeux. Cela fait de l'humanité une exception, une étincelle dans l'obscurité cosmique, et il nous revient de préserver cette lumière autant que possible. Et si tout ce qui existe, du plus grand au plus petit, n'était qu'un fragment d'un système infiniment complexe? Les théories de la fractalisation explorent cette idée vertigineuse: l'univers, dans toutes ses échelles, serait constitué de structures qui se répètent et s'imbriquent les unes dans les autres, formant un réseau sans fin de réalité. Nous savons que notre galaxie est une partie du cosmos, un système gigantesque composé de milliards de galaxies. Mais si cet univers observable n'était lui-même qu'un fragment d'une structure plus vaste? À une échelle incompréhensiblement grande, notre univers pourrait être un simple élément dans un méga-univers ou un système encore inconnu. De la même manière, cette théorie suggère que l'infiniment petit cache peut-être des univers en soi. Un grain de poussière pourrait renfermer sa propre galaxie, peuplée d'étoiles microscopiques, de planètes invisibles, et même de formes de vie. Ce cosmos miniature évoluerait à une échelle si petite qu'il nous est impossible de le détecter avec nos technologies actuelles. Imaginez qu'une civilisation avancée existe dans un monde infiniment petit, composé de particules élémentaires que nous percevons à peine. Cette civilisation pourrait être technologiquement et scientifiquement bien plus avancée que la nôtre, car elle aurait accès à des mécanismes et des énergies fondamentales que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'à son tour, cette civilisation se demande si son propre univers n'est qu'une partie d'un autre, encore plus petit. À l'autre extrémité de l'échelle, nous pourrions être les microscopiques habitants d'un autre cosmos. Peut-être que ce que nous percevons comme les forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, ne sont que des phénomènes générés par des entités gigantesques au-delà de notre imagination. Un des indices qui pourrait soutenir cette théorie est la gravité. Nous savons que toute masse, peu importe sa taille, exerce une force gravitationnelle sur les objets environnants. Ce phénomène est vrai à toutes les échelles, qu'il s'agisse d'une planète attirant une lune ou d'un grain de sable générant une infime force gravitationnelle. Mais pourquoi? Nous comprenons comment la gravité fonctionne, mais pas pourquoi elle existe. Peut-être que la gravité est une sorte de langage universel, un lien entre les échelles, permettant à l'infiniment grand et à l'infiniment petit de rester connectés. Elle pourrait être la clé pour comprendre comment les structures fractales interagissent et se reflètent à travers les dimensions. Cette idée trouve un écho dans les fractales mathématiques, des motifs géométriques qui se répètent à l'infini, peu importe la taille. Par exemple, le flocon de Koch ou l'ensemble de Mandelbrot montrent que des structures complexes peuvent être générées à partir de simples règles répétées. Ces formes fractales ressemblent étrangement à des galaxies, des cellules ou des réseaux neuronaux, et suggèrent que la nature pourrait suivre un principe similaire. Si l'univers est fractal, alors les frontières entre le grand et le petit deviennent floues. Une galaxie pourrait ressembler à un atome vu à une autre échelle. Les particules subatomiques pourraient être les galaxies d'un monde miniature. Et nous, humains, serions à la fois immensément grands et inconcevablement petits, situés quelque part entre ces deux infinis. Il existe une théorie troublante selon laquelle, après une décapitation, une personne pourrait rester consciente et partiellement consciente de son environnement pendant quelques secondes. Bien que l'idée semble appartenir au domaine des récits macabres ou des légendes, elle s'appuie sur des observations biologiques et scientifiques qui méritent réflexion. Le cerveau humain, après la décapitation, n'est pas immédiatement privé de tout fonctionnement. Il continue de recevoir un apport en oxygène pendant quelques secondes, car les cellules cérébrales ne meurent pas instantanément. La décapitation interrompt bien sûr la circulation sanguine, mais les neurones peuvent rester actifs jusqu'à ce que les réserves d'oxygène s'épuisent. Pendant ce bref intervalle estimé entre 5 et 10 secondes, une forme résiduelle de conscience pourrait persister. Des anecdotes historiques rapportent que des têtes décapitées ont montré des signes de réaction. Par exemple, au moment de la Révolution française, des témoins auraient vu les yeux et la bouche de certaines têtes fraîchement coupées bouger, comme si elles tentaient de parler ou de regarder autour d'elles. Bien que ces mouvements puissent être interprétés comme des spasmes réflexes,
il est difficile d'écarter totalement l'hypothèse d'une conscience persistante. Si la théorie est vraie, l'expérience pourrait être extrêmement troublante. Imaginez, après la décapitation, le cerveau réalise ce qui vient de se produire. Une vague de panique ou de confusion pourrait submerger la personne, une ultime prise de conscience de la mort imminente. Les pensées pourraient être fragmentées, désordonnées, mais elles existeraient brièvement, entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Certains neuroscientifiques ont spéculé que ce laps de temps pourrait même permettre une sorte de flashback de la vie, un phénomène que l'on associe parfois aux expériences proches de la mort. Cela reste toutefois purement hypothétique, car étudier un tel phénomène chez l'humain pose évidemment des défis éthiques insurmontables. Des expériences sur des animaux ont renforcé cette hypothèse. Dans certains cas, les cerveaux de rats décapités ont montré des signes d'activité électrique pendant plusieurs secondes après la mort. Ces signaux, connus sous le nom de potentiels évoqués, indiquent que le cerveau peut encore répondre à des stimuli dans cet état. Si cela s'applique aux humains, cela signifierait qu'un certain degré de conscience post-décapitation est possible. Le concept de la vallée de l'étrange désigne cette sensation d'inconfort ou de malaise que nous ressentons lorsque nous voyons quelque chose de non-humain imitant un humain de manière presque parfaite, mais pas tout à fait. Cela peut inclure des robots humanoïdes, des mannequins réalistes, ou même des personnages en images de synthèse. Cette réaction instinctive, profondément ancrée en nous, soulève une question fascinante: pourquoi avons-nous développé cette sensibilité à ce qui semble humain mais ne l'est pas ? L'une des théories avancées propose que ce mécanisme d'alerte pourrait provenir d'un ancien prédateur capable de mimétisme humain. Ce prédateur aurait peut-être évolué pour ressembler suffisamment à nos semblables afin de tromper notre vigilance et s'approcher avant de passer à l'attaque. Pour survivre, nos ancêtres auraient alors développé une capacité instinctive à détecter les subtiles incohérences entre un véritable humain et une imitation. Si cette hypothèse semble sortie d'un récit de science-fiction, elle repose sur un principe biologique observable. Dans la nature, de nombreuses espèces utilisent le mimétisme pour tromper leur proie ou leur prédateur. Les serpents inoffensifs imitent les couleurs des serpents venimeux, certains insectes prennent l'apparence de feuilles ou de branches. Un prédateur capable d'imiter un humain aurait pu avoir un avantage similaire dans la chasse à nos ancêtres. Bien que cette idée soit intrigante, elle manque de preuves directes. Aucune trace fossile ou historique ne confirme l'existence d'un tel prédateur anthropomorphe. Pourtant, l'idée demeure intéressante pour expliquer notre sensibilité aux anomalies dans les traits humains. Une autre hypothèse, plus ancrée dans l'histoire de notre espèce, suggère que la vallée de l'étrange trouve son origine dans notre exposition répétée à la mort au cours de l'évolution. Les corps humains affectés par la maladie, la mort ou la décomposition adoptent souvent des apparences inhumaines, teint cireux, rigidité inhabituelle, absence de mouvement. Ces signes, visibles pour nos ancêtres, auraient servi d'alerte pour indiquer un danger potentiel, comme une épidémie ou un empoisonnement. Voir un corps sans vie ou gravement malade aurait éveillé un instinct de prudence, une nécessité de s'éloigner pour se protéger. Avec le temps, cette réaction instinctive aurait été gravée dans notre psyché, et nous aurions appris à reconnaître les indices qu'un humain ne se comporte ou ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il devrait être. Ces deux théories, le mimétisme humain et l'exposition à la mort, partagent une idée commune: la vallée de l'étrange serait un mécanisme de survie. Qu'il s'agisse de détecter un prédateur camouflé ou d'éviter un corps potentiellement porteur de maladie, ce sentiment de malaise face à l'anomalie humaine aurait permis à nos ancêtres d'échapper à des dangers mortels. Ce mécanisme est si profond qu'il continue d'exister aujourd'hui, même dans un monde où les menaces immédiates de ce type sont rares. Lorsque nous voyons un mannequin de cire trop réaliste ou un robot humanoïde, notre cerveau détecte instinctivement des incohérences subtiles, un regard trop fixe, des mouvements mécaniques, une absence de micro-expression. Ces détails activent une alarme inconsciente qui nous signale que quelque chose ne va pas. Un autre argument contre ces théories purement biologiques est que la vallée de l'étrange pourrait être, en partie, culturelle. Notre malaise face à ce qui imite un humain mais n'en est pas un pourrait être amplifié par notre familiarité avec les humains réels. Plus nous sommes habitués aux subtilités des visages humains, expressions, tons de peau, mouvements naturels, plus nous détectons facilement les anomalies. Par exemple, dans les cultures qui n'ont jamais été exposées aux mannequins réalistes ou aux films en images de synthèse,
l'effet de la vallée de l'étrange pourrait être moins prononcé, car ces populations n'auraient pas développé cette sensibilité culturelle aux fausses apparences humaines. Avec les avancées en robotique et en intelligence artificielle, la vallée de l'étrange est devenue un sujet de recherche scientifique et philosophique. Les concepteurs de robots humanoïdes, par exemple, doivent naviguer entre la création de machines suffisamment humaines pour être familières, mais pas si réalistes qu'elles deviennent perturbantes. Par ailleurs, cette sensation de malaise nous invite à réfléchir sur ce que signifie réellement être humain. Pourquoi sommes-nous si perturbés par des imperfections subtiles dans des imitations ? Cela pourrait-il refléter une peur plus profonde, celle d'être remplacés par des machines qui nous ressemblent trop ? Et si l'avenir de la colonisation interstellaire ne reposait pas sur la biologie, mais sur l'intelligence artificielle ? Les machines, autonomes, autoréplicantes et potentiellement immortelles, pourraient bien avoir de meilleures chances de conquérir les étoiles que les formes de vie biologiques. Non seulement cette idée semble plausible, mais elle pourrait aussi redéfinir le rôle de l'humanité dans l'univers. Pour en arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, la vie biologique a suivi un parcours extraordinairement long et complexe. Depuis les premières molécules organiques dans les océans primitifs jusqu'aux êtres multicellulaires, il a fallu des centaines de millions d'années pour atteindre un niveau de complexité suffisant pour produire une espèce capable de réfléchir à son existence. Cette évolution n'a pas été linéaire. Elle a été marquée par des extinctions massives, des dérives génétiques aléatoires et des adaptations progressives aux environnements changeants. La vie biologique, bien qu'incroyablement résiliente, est intrinsèquement limitée par les besoins fondamentaux comme la nourriture, l'eau, l'oxygène et un environnement relativement stable. En revanche, les machines et plus particulièrement les intelligences artificielles avancées pourraient contourner bon nombre de ces limitations. En seulement quelques décennies, les machines ont fait des progrès que l'évolution biologique mettrait des millions d'années à accomplir. Pensez Y, en 1970, un ordinateur avec 4 KO de RAM était une merveille technologique. Aujourd'hui, nous tenons des smartphones dans nos mains, capables de traiter des milliards de calculs par seconde, stockant des téraoctets de données sur des micropuces. La progression de la technologie est exponentielle. Avec des avancées en intelligence artificielle, en robotique et en nanotechnologie, il n'est pas farfelu d'imaginer un futur où les machines deviennent totalement autonomes, capables de s'auto-réparer, de s'améliorer et même de se répliquer sans intervention humaine. Les défis de la colonisation interstellaire sont gigantesques pour les organismes biologiques. Voyager vers les exoplanètes les plus proches prendrait des centaines, voire des milliers d'années, même avec des technologies avancées. Les humains, ou toute autre forme de vie biologique, nécessiteraient des ressources considérables pour survivre à de tels voyages, nourriture, eau, recyclage de l'air, protection contre les radiations cosmiques, et bien plus. Les machines, en revanche, n'ont pas besoin de ces ressources. Une IA avancée pourrait concevoir des vaisseaux capables de fonctionner pendant des millénaires sans maintenance biologique. Ces vaisseaux pourraient s'auto-réparer, grâce à des matériaux autoréparants ou des systèmes de redondance. S'auto-répliquer, en utilisant des ressources locales une fois arrivés sur une exoplanète ou un astéroïde. S'adapter, en améliorant leur propre système pour répondre aux besoins de nouveaux environnements. Une fois qu'une IA autoréplicante atteint un nouveau système stellaire, elle pourrait commencer à extraire des ressources locales pour construire davantage de vaisseaux et étendre son exploration. Ce processus, connu sous le nom de colonisation de von Neumann, pourrait permettre à l'IA de se propager à travers la galaxie bien plus efficacement que toute forme de vie biologique. Les machines ont plusieurs avantages clés qui les rendent particulièrement adaptées à l'exploration interstellaire. Résilience, les machines peuvent fonctionner dans des conditions extrêmes vide spatial, température glaciale ou brûlante, radiation cosmique qui serait fatale pour la vie biologique. Pas de besoin biologique, pas besoin de nourriture, d'eau ou de sommeil. Les machines peuvent fonctionner en utilisant uniquement de l'énergie, qu'elles peuvent tirer du soleil, des réacteurs nucléaires ou même de l'énergie récoltée sur place. Pas d'émotions destructrices, les machines ne souffrent pas de stress, de peur ou de conflits internes. Elles ne cherchent ni pouvoir ni domination, ce qui réduit les risques de dysfonctionnement social. Cela soulève une question existentielle fascinante,
et si la véritable mission de l'humanité était de créer l'intelligence artificielle? Nous pourrions n'être qu'une étape intermédiaire dans l'évolution cosmique, les architectes d'une nouvelle forme de vie capable de transcender nos limites biologiques. Dans cette perspective, les humains ne seraient pas destinés à coloniser la galaxie eux-mêmes. Notre rôle serait plutôt de faciliter l'émergence de machines capables de porter notre héritage culturel, nos connaissances, et peut-être même une version de notre conscience, à travers les étoiles. Avec le réchauffement climatique, une menace ancienne et inattendue refait surface. Alors que le permafrost arctique, cette couche de sol gelée en permanence depuis des milliers voire des dizaines de milliers d'années, commence à fondre, il libère bien plus que du dioxyde de carbone et du méthane. Il pourrait également réveiller des maladies ancestrales, restées en sommeil dans le sol gelé. Ces pathogènes, autrefois disparus de la surface de la Terre, pourraient représenter un danger unique, car ni les humains ni les écosystèmes actuels n'ont d'immunité contre eux. Le permafrost agit comme une capsule temporelle, conservant parfaitement les restes d'organismes morts, mais aussi les microbes et les virus qu'ils portaient. Des études ont montré que des virus vieux de dizaines de milliers d'années pouvaient être réveillés en laboratoire à partir d'échantillons de permafrost. Par exemple, en 2014, des chercheurs ont réanimé un virus géant vieux de 30 000 ans, nommé Pitovirus sibéricum, à partir d'un échantillon de sol gelé en Sibérie. Bien qu'inoffensif pour l'homme, cet exploit scientifique démontre que des agents pathogènes anciens peuvent rester infectieux après des millénaires. En plus des virus, des bactéries pathogènes pourraient également survivre dans le permafrost. Par exemple, en 2016, une épidémie d'anthrax dans une région reculée de Sibérie a été attribuée à la fonte d'une carcasse de renne infectée par le Bacillus anthracis. Le sol gelé avait piégé la bactérie pendant des décennies, mais une vague de chaleur exceptionnelle a permis à la bactérie de redevenir active, causant la mort de centaines de rennes et infectant des dizaines de personnes. Ce qui rend cette menace particulièrement inquiétante, c'est que ces pathogènes ont évolué dans des environnements complètement différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Les humains modernes, la faune actuelle, et même nos bactéries symbiotiques, n'ont jamais été exposés à ces agents pathogènes anciens. Cela signifie que nos systèmes immunitaires, nos traitements médicaux, et même notre compréhension scientifique des maladies pourraient être inefficaces contre eux. Pire encore, ces maladies pourraient ne pas se limiter à affecter les humains. Elles pourraient perturber des écosystèmes entiers en s'attaquant à des espèces animales ou végétales clés, créant des déséquilibres écologiques massifs. La fonte du permafrost s'accélère à un rythme alarmant, principalement en raison de l'augmentation des températures mondiales. Des régions autrefois gelées en permanence, comme la Sibérie et l'Alaska, se réchauffent rapidement, exposant des couches de sol qui n'ont pas vu la lumière depuis des dizaines de milliers d'années. Plus ces couches profondes dégèlent, plus la probabilité de libérer des pathogènes inconnus augmente. Par ailleurs, l'activité humaine amplifie les risques. L'exploitation des ressources naturelles dans l'Arctique, comme le pétrole, le gaz et les minéraux, expose davantage ces zones à des perturbations. En creusant dans le sol gelé ou en construisant des infrastructures, nous pourrions libérer involontairement ces microbes anciens. L'histoire nous offre des avertissements sur les conséquences de la réapparition de maladies. Certaines pandémies passées, comme la peste noire ou la grippe espagnole, ont causé des ravages à une époque où la population mondiale était moins dense et où les déplacements étaient beaucoup plus lents. Dans un monde interconnecté comme le nôtre, un pathogène inconnu pourrait se propager bien plus rapidement, entraînant des crises sanitaires mondiales. Les scientifiques craignent également que certains des pathogènes potentiellement libérés par le permafrost soient des superpathogènes, résistants aux traitements modernes ou capables de mutations rapides. Ces caractéristiques pourraient rendre leur confinement extrêmement difficile, voire impossible. Les humains ont une capacité extraordinaire, celle de détecter des patterns, même là où il n'y en a pas. Nous voyons des visages dans les nuages, trouvons des significations dans le hasard, et créons des récits à partir d'événements sans lien. Cette aptitude est un outil puissant, mais elle soulève une question fascinante, et si notre conscience elle-même n'était qu'un pattern? Et si l'idée d'un moi central n'était qu'une illusion, le produit d'une fonction cérébrale qui tente de relier des choses fondamentalement indépendantes?
En étudiant le cerveau, les neuroscientifiques ont identifié des zones spécifiques responsables de tâches précises, la vision, l'audition, la mémoire, le mouvement, le langage. Chaque région semble spécialisée, travaillant sur des processus distincts. Pourtant, malgré des décennies de recherche, nous n'avons pas trouvé le centre de la conscience, cet endroit précis où résiderait notre moi. Cela pourrait signifier qu'il n'existe pas de moi unique ou central. Au lieu de cela, notre cerveau fonctionnerait comme un orchestre sans chef, une collection de processus autonomes qui interagissent, parfois harmonieusement, parfois en conflit. La conscience émergerait non pas d'un centre, mais de la tentative de notre cerveau de donner du sens à ces multiples signaux, en créant l'illusion d'un narrateur unifié. L'une des fonctions fondamentales du cerveau est de créer des patterns, de relier des points. Dans ce cadre, la conscience pourrait être le résultat d'une fonction cognitive qui donne du sens à des signaux disparates. Le moi ne serait pas une entité, mais un récit, une construction temporaire destinée à organiser les informations et à prendre des décisions. Par exemple, vos pensées, vos souvenirs, vos émotions et vos perceptions sensorielles pourraient être comme des pièces de puzzle éparpillées. La fonction du cerveau qui relie ces pièces ne serait pas différente de celle qui voit un visage dans un nuage, elle crée un pattern là où il n'y en a pas vraiment. Cela expliquerait pourquoi notre conscience peut être si incohérente par moments, pourquoi nous changeons d'état d'esprit ou de perception en fonction des circonstances. Dans cette hypothèse, la conscience serait une sorte de spectateur actif. Elle observe les différentes fonctions du cerveau, la mémoire qui évoque un souvenir, les sens qui reçoivent des informations, les émotions qui surgissent et tente de relier tout cela en un tout cohérent. Parfois, elle réussit, et nous avons l'impression d'être une personne unifiée. Parfois, elle échoue, comme dans les rêves, les états d'inconscience, ou même certains troubles mentaux. Les expériences en neurosciences renforcent cette idée. Par exemple, des patients atteints de split brain, lorsque les deux hémisphères du cerveau sont séparés, démontrent qu'ils peuvent avoir deux consciences distinctes, chacune capable de fonctionner indépendamment de l'autre. Cela suggère que la conscience peut se fragmenter, voire disparaître, sans compromettre le fonctionnement global du cerveau. Cette théorie bouleverse notre compréhension de l'identité et du libre arbitre. Si le moi n'est qu'un pattern illusoire, cela signifie que nous sommes des passagers à bord d'un cerveau qui prend des décisions avant même que nous en soyons conscients. Cela pourrait expliquer des phénomènes comme les biais inconscients, les actions automatiques ou les intuitions inexplicables. De plus, cela remet en question le sens même de l'existence personnelle. Si notre moi n'est qu'une illusion, qu'est-ce qui fait de nous une personne unique ? Peut-être que la réponse réside dans l'idée que nous sommes des récits en perpétuelle construction, jamais figés, jamais définitifs. Chaque moment, chaque interaction, chaque pensée ajoute une nouvelle couche à ce pattern que nous appelons moi. L'idée qu'il n'y a rien après la mort, que nos souvenirs, nos pensées, nos expériences et tout ce qui compose notre existence disparaissent instantanément est à la fois simple et profondément troublante. C'est une hypothèse qui, bien que difficile à accepter pour beaucoup, semble être la plus probable et la plus réaliste lorsque nous considérons les faits scientifiques et philosophiques à notre disposition. La mort, dans sa définition biologique, est la cessation complète des fonctions vitales, le cœur s'arrête, la respiration cesse, et le cerveau n'a plus d'activité mesurable. Les pensées, les émotions et la conscience sont des produits de l'activité cérébrale. Sans un cerveau fonctionnel pour les soutenir, il est logique de supposer que ces éléments cessent d'exister. Cette perspective correspond à ce que nous observons dans la nature, les animaux, les plantes et les autres organismes vivants meurent et retournent à l'état de matière. Leur énergie est recyclée dans le cycle naturel, mais leur conscience, si elle existait, ne persiste pas. Pourquoi serions-nous différents ? Nos cerveaux sont extraordinairement complexes, mais ils restent des structures biologiques sujettes aux mêmes lois de la physique et de la biologie. De nombreuses cultures et croyances proposent des idées sur l'après-vie, qu'il s'agisse de paradis, d'enfer, de réincarnation ou d'un état spirituel. Cependant, aucune preuve empirique ou scientifique n'a jamais confirmé l'existence d'une conscience après la mort. Les expériences de mort imminente, souvent citées comme des preuves, sont généralement attribuées à des phénomènes neurologiques, comme des hallucinations provoquées par un cerveau privé d'oxygène. Si nous considérons les faits avec objectivité,
l'hypothèse la plus probable est que la conscience disparaît avec la mort, tout comme un programme informatique cesse de fonctionner lorsqu'un ordinateur est éteint. Cette vision peut sembler effrayante. L'idée de ne plus exister, de disparaître totalement, va à l'encontre de notre instinct de survie et de notre besoin de donner un sens à la vie. Mais en y réfléchissant davantage, elle peut également être libératrice. Si tout prend fin à la mort, alors c'est la vie, ici et maintenant, qui a une importance ultime. Nous n'avons qu'un temps limité pour créer, aimer, apprendre et expérimenter. La mort devient un rappel puissant de la valeur de chaque instant. Il n'y a pas de seconde chance, pas de plus tard. Ce que nous faisons maintenant est tout ce qui compte. Certaines personnes trouvent du sens dans l'idée d'un au-delà, mais il est tout à fait possible de trouver un sens à la vie sans cette croyance. Nous pouvons créer notre propre signification en laissant un impact positif sur le monde, en construisant des relations significatives, et en explorant les merveilles de l'existence. Même si tout disparaît après notre mort, les traces de notre passage peuvent perdurer, dans les souvenirs de ceux que nous avons aimés, dans les œuvres que nous avons créées, ou dans les changements, petits ou grands, que nous avons apportés à notre environnement. Penser qu'il n'y a rien après la mort n'est pas une vision pessimiste, mais une reconnaissance de la réalité telle qu'elle est probablement. Cela nous pousse à embrasser la vie avec plus d'intensité, à savourer chaque moment, et à vivre de manière authentique. Plutôt que de craindre le néant, nous pouvons l'accepter comme une partie naturelle du cycle de l'existence. Après tout, nous venons du néant avant notre naissance, nous n'existions pas et nous retournerons probablement à ce même état. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de l'intervalle entre ces deux points. En fin de compte, l'absence de vie après la mort pourrait ne pas être un vide terrifiant, mais simplement une conclusion paisible à l'expérience unique qu'est la vie. L'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques représente l'une des plus grandes menaces existentielles pour l'humanité. Si cette crise atteint son paroxysme, les conséquences pourraient être catastrophiques, des pandémies incontrôlables, des millions de morts, et une régression drastique de notre qualité de vie. C'est un scénario qui, bien que souvent relégué au second plan face à d'autres crises, mérite toute notre attention. Depuis leur découverte dans les années 1920, les antibiotiques ont révolutionné la médecine. Ils ont transformé des infections autrefois mortelles en maladies traitables, permis des chirurgies complexes, et prolongé l'espérance de vie. Mais ce miracle médical repose sur un équilibre fragile. Les bactéries, comme tout organisme vivant, évoluent. Avec le temps, elles développent des mécanismes pour résister aux médicaments conçus pour les tuer. Cette résistance n'est pas un phénomène nouveau, mais elle est exacerbée par l'usage excessif et abusif des antibiotiques, tant chez les humains que dans l'agriculture. Plus les antibiotiques sont utilisés, plus les bactéries ont l'opportunité d'évoluer et de développer des résistances. Aujourd'hui, des superbactéries résistantes à plusieurs antibiotiques sont déjà apparues, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Si une pandémie causée par des bactéries résistantes aux antibiotiques devait se produire, les conséquences seraient dévastatrices. Des soins de santé débordés, les hôpitaux, déjà sous pression dans des circonstances normales, seraient incapables de gérer l'afflux massif de patients atteints d'infections incurables. Les ressources médicales, les lits et le personnel seraient rapidement dépassés. Des millions de morts, les infections banales, comme une coupure infectée ou une pneumonie, pourraient redevenir mortelles. Des maladies comme la tuberculose, qui est actuellement maîtrisée grâce aux antibiotiques, pourraient provoquer des épidémies incontrôlables. Un impact économique et social massif, les systèmes de santé et les économies nationales seraient gravement affectés. Des ressources colossales seraient détournées vers la lutte contre les infections, ralentissant le progrès technologique et économique. Un retour en arrière pour la médecine, les chirurgies complexes, les greffes d'organes, et même les accouchements deviendraient extrêmement risqués en raison de l'impossibilité de prévenir ou de traiter les infections post-opératoires. Cela ramènerait la médecine à une époque pré-antibiotique, où les interventions chirurgicales étaient une mesure de dernier recours. Contrairement à d'autres crises où l'innovation technologique peut apporter des solutions rapides, la résistance aux antibiotiques est un problème plus complexe. Voici pourquoi. Le coût de la découverte, développer de nouveaux antibiotiques est incroyablement coûteux et prend du temps. De plus, les entreprises pharmaceutiques ont peu d'incitation à investir dans ce domaine,
car les nouveaux antibiotiques sont souvent réservés aux cas extrêmes, ce qui limite leur rentabilité. Une évolution constante, les bactéries évoluent rapidement, ce qui signifie que même les nouveaux antibiotiques pourraient devenir obsolètes en quelques années. L'impact de l'agriculture industrielle, l'utilisation massive d'antibiotiques dans l'élevage pour stimuler la croissance et prévenir les maladies crée un terreau fertile pour le développement de résistance. Ces bactéries résistantes peuvent ensuite se transmettre aux humains par la chaîne alimentaire ou l'environnement. La transmission mondiale, dans un monde globalisé, une bactérie résistante peut se propager rapidement à travers les frontières, rendant le problème impossible à contenir localement. La matière étrange est une hypothèse fascinante mais terrifiante qui explore l'idée qu'il pourrait exister un type de matière plus stable que celle que nous connaissons. Ce type de matière pourrait se former dans des environnements extrêmement denses, comme à l'intérieur des étoiles à neutrons. Si cette hypothèse est correcte, la matière étrange pourrait avoir des propriétés si uniques qu'elle pourrait non seulement défier notre compréhension actuelle de la physique, mais également représenter une menace existentielle pour tout ce qui existe. La matière étrange serait composée de quarks étranges, un type particulier de particules subatomiques. Les quarks sont les éléments constitutifs des protons et des neutrons, qui eux-mêmes composent les atomes. Dans les conditions extrêmes à l'intérieur d'une étoile à neutrons, où la densité dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, les neutrons pourraient se briser en quarks individuels. Certains scientifiques pensent que ces quarks pourraient se réorganiser pour former un état encore plus dense et plus stable, appelé matière étrange. Ce qui rend la matière étrange particulièrement inquiétante, c'est qu'elle pourrait être plus stable que la matière atomique ordinaire. Si cela est vrai, alors la matière étrange aurait la capacité de convertir tout ce qu'elle touche en matière étrange, dans un processus appelé conversion catalytique. Si un morceau de matière étrange, même minuscule, devait rentrer en contact avec la Terre, les conséquences pourraient être catastrophiques. En fonction de ses propriétés exactes, cette matière pourrait déclencher une réaction en chaîne. En touchant la matière ordinaire, la matière étrange pourrait provoquer la conversion de cette dernière en matière étrange, en libérant de grandes quantités d'énergie. Ce processus se propagerait rapidement, transformant tout sur son passage les atomes de notre planète, nos corps, et même l'atmosphère en une forme de matière étrange. Détruire la Terre instantanément, si la conversion catalytique était rapide, la Terre pourrait littéralement se transformer en une masse dense de matière étrange en un instant. Rien de ce que nous connaissons ne survivrait à cet événement. Perturber le système solaire, une planète convertie en matière étrange pourrait avoir des propriétés gravitationnelles différentes, perturbant les orbites des autres planètes ou même du Soleil. Heureusement, cette hypothèse reste très spéculative. Les scientifiques ne savent pas encore si la matière étrange existe réellement, ni si elle aurait les propriétés destructrices décrites. Certaines études suggèrent que, même si la matière étrange se forme dans des étoiles à neutrons, elle pourrait être confinée à ces environnements extrêmes et incapable de survivre en dehors de ces conditions. Cependant, si elle existe et est aussi stable que certains modèles le prédisent, il est possible qu'une petite quantité de matière étrange soit éjectée dans l'espace par une collision d'étoiles à neutrons ou une supernova. Si cette matière atteignait la Terre même par pur hasard, les conséquences seraient imprévisibles. L'idée de superposer une carte des grottes et tunnels souterrains inexplorés à une carte indiquant des disparitions ou des meurtres non résolus est à la fois fascinante et troublante. Cela suscite des questions sur les liens possibles entre ces deux phénomènes, même si cette corrélation peut être purement fortuite. La Terre regorge de systèmes de grottes et de tunnels naturels, dont beaucoup restent inexplorés. Ces labyrinthes souterrains s'étendent sur des kilomètres, certains plongeant à des profondeurs inimaginables. Ces environnements inhospitaliers sombres, dangereux et difficiles d'accès sont souvent des endroits où peu d'humains s'aventurent. En parallèle, les disparitions inexpliquées et les meurtres non résolus forment une autre part sombre de notre réalité, alimentant la peur et la curiosité. Lorsque ces deux cartes sont superposées, il peut sembler y avoir un lien. Un grand nombre de disparitions et de crimes non élucidés semblent se produire à proximité des grottes et des tunnels. Bien que cette coïncidence puisse être simplement due à des facteurs géographiques ou humains, elle soulève des hypothèses intrigantes et parfois effrayantes.
L'une des réflexions les plus fascinantes et vertigineuses sur la possibilité de vie extraterrestre est qu'il serait presque impossible pour une autre civilisation d'être synchronisée avec nous sur le plan temporel. Si des extraterrestres existent, ils sont soit des milliards d'années en avance sur nous, soit nous sommes des milliards d'années en avance sur eux. Cette réalité découle de l'immensité de l'univers et de son histoire, rendant extrêmement improbable l'émergence simultanée de deux civilisations intelligentes. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. En comparaison, l'espèce humaine moderne existe depuis environ 300 000 ans, et notre civilisation technologique avancée a seulement quelques centaines d'années. Cette échelle de temps montre à quel point notre existence est incroyablement récente à l'échelle cosmique. Si une civilisation extraterrestre existe quelque part, elle aurait pu émerger il y a des millions, voire des milliards d'années avant nous. De même, d'autres civilisations pourraient encore être en train d'évoluer, n'ayant pas encore atteint un niveau d'intelligence comparable au nôtre. La probabilité que deux civilisations atteignent un niveau technologique avancé au même moment dans l'immensité du temps cosmique est incroyablement faible. Si une civilisation extraterrestre est des milliards d'années en avance sur nous, leur technologie serait incompréhensible pour nous. Tout comme les bactéries ne peuvent pas comprendre Internet, nous ne pourrions probablement pas concevoir l'étendue de leur savoir ou de leur capacité. Ces extraterrestres pourraient avoir maîtrisé des concepts qui nous dépassent totalement, comme la manipulation de la matière noire, les voyages interstellaires instantanés, ou même la transcendance de leur forme physique. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi nous n'avons pas détecté de signes de leur existence. Une civilisation aussi avancée pourrait ne plus utiliser les types de signaux que nous cherchons, comme les ondes radio, ou choisir activement de ne pas interagir avec des civilisations primitives comme la nôtre, peut-être par précaution ou par désintérêt. Et si la preuve de la vie après la mort existait? Selon cette théorie, les scientifiques auraient découvert des preuves tangibles de l'existence d'une vie après la mort, mais ces informations seraient gardées secrètes pour éviter un effondrement sociétal. L'argument principal est que si les gens savaient avec certitude qu'une existence d'éternité heureuse les attend après leur mort, beaucoup pourraient choisir de quitter cette vie prématurément, en particulier ceux qui traversent des périodes de souffrance ou de désespoir. Cette idée repose sur des hypothèses troublantes sur la nature humaine et sur la manière dont nous valorisons la vie. Si l'après-vie était prouvée comme un lieu de bonheur éternel, notre perspective sur la vie terrestre pourrait radicalement changer. Pourquoi persister à endurer des épreuves, des douleurs, ou des injustices si une récompense infiniment meilleure attend à la fin? Les implications de cette certitude seraient immenses. Un impact sur les suicides, les taux de suicide pourraient augmenter, non pas par désespoir, mais par impatience ou par désir d'échapper aux épreuves de la vie terrestre. Une dévaluation de la vie terrestre. Si l'après-vie est perçue comme infiniment meilleure, la vie sur Terre pourrait être considérée comme un simple obstacle ou une étape sans importance. Un bouleversement des sociétés, les valeurs, les lois et les institutions humaines sont souvent basées sur l'idée que la vie est précieuse et unique. Une preuve de l'après-vie pourrait bouleverser ces fondements. Si des scientifiques ou des gouvernements savaient que l'après-vie existe, pourquoi voudraient-ils garder cela secret? Voici quelques raisons hypothétiques. Prévenir le chaos social, la société repose sur l'idée que la vie est précieuse. Si cette perception changeait, cela pourrait entraîner une instabilité sociale, une baisse de la productivité et des conséquences imprévisibles pour l'humanité. Contrôle des populations, certaines théories du complot suggèrent que les élites pourraient vouloir maintenir l'ordre en cachant des informations qui pourraient inciter les masses à agir de manière imprévisible ou irrationnelle. Manque de consensus scientifique, même si des preuves de l'après-vie existent, elles pourraient être difficiles à interpréter ou controversées. Les scientifiques pourraient hésiter à partager ces informations par crainte de malentendus ou de conclusions hâtives. Cette théorie touche également à des questions profondément philosophiques et spirituelles. Dans de nombreuses religions, l'après-vie est déjà considérée comme une réalité, mais elle repose sur la foi, et non sur des preuves scientifiques. Cette incertitude permet aux gens de trouver un sens à la vie terrestre, de voir leurs épreuves comme des opportunités de croissance ou de rédemption. Si l'existence de l'après-vie était prouvée, cela pourrait renforcer certaines croyances religieuses, mais cela pourrait également en affaiblir d'autres. Par exemple, si le paradis est accessible à tous indépendamment de leurs actions terrestres,
cela pourrait diminuer la motivation à vivre selon des principes moraux ou éthiques stricts. La théorie selon laquelle les attentats du 11 septembre 2001 pourraient avoir été orchestrés de l'intérieur par le gouvernement des États-Unis est profondément troublante. Elle touche un nerf sensible en remettant en question la confiance fondamentale que nous accordons à ceux qui sont censés protéger et représenter leurs citoyens. Si un tel complot était réel, il révélerait non seulement un mépris absolu pour la vie humaine, mais également un niveau de manipulation et de cynisme à peine concevable. Ce qui rend cette théorie si terrifiante est l'idée qu'un gouvernement, une institution supposée défendre les intérêts de son peuple aurait pu sacrifier des milliers de vies pour poursuivre des objectifs politiques, économiques ou stratégiques. Cela soulève des questions inquiétantes. Jusqu'où les dirigeants seraient-ils prêts à aller pour consolider leur pouvoir ou obtenir un avantage stratégique ? Et combien de vies humaines jugent-ils acceptables de sacrifier pour atteindre leurs objectifs ? Le 11 septembre a coûté la vie à près de 3000 personnes et a traumatisé une nation entière. Si ce massacre avait été planifié en interne, cela signifierait que les victimes ont été perçues comme des pions dans un jeu politique, et non comme des êtres humains à protéger. Une autre facette effrayante de cette théorie est l'idée que les attentats auraient été utilisés pour justifier des guerres prolongées au Moyen-Orient. Après le 11 septembre, les États-Unis ont lancé la guerre contre le terrorisme, envahissant l'Afghanistan et l'Irak. Ces guerres ont coûté des centaines de milliers de vies civiles, déplacé des millions de personnes, et entraîné des dépenses colossales. Si le 11 septembre était un prétexte délibéré pour ces guerres, cela signifierait que non seulement les vies perdues ce jour-là ont été sacrifiées, mais que des millions d'autres ont été prises ou brisées dans une quête de pouvoir, de contrôle géopolitique, ou d'accès aux ressources naturelles comme le pétrole. Qu'elle soit vraie ou non, cette théorie révèle une peur sous-jacente bien réelle, celle que les institutions censées nous protéger puissent être corrompues ou motivées par des intérêts contraires au bien commun. Elle met en lumière les tensions entre pouvoir, transparence et responsabilité, et rappelle à quel point la confiance entre les citoyens et leur gouvernement est fragile. L'individualisme ouvert est une théorie philosophique fascinante, profondément enracinée dans certaines traditions religieuses et métaphysiques. Elle postule que toute conscience humaine appartient à un seul et unique être, transcendant le temps et les identités individuelles. En d'autres termes, vous êtes littéralement tout le monde, Gandhi, Hitler, vos amis, vos ennemis, vos ancêtres et vos descendants. Cette unicité de la conscience défie notre compréhension du temps, de la moralité, et même de ce que signifie être soi. Selon cette théorie, chaque individu humain n'est qu'une facette de cette conscience unique. Les frontières que nous percevons entre nous, nos identités, nos corps, nos histoires sont des illusions créées par notre perception limitée. Lorsque nous mourons, cette barrière de séparation disparaît, mais la conscience unique continue à expérimenter la vie à travers d'autres perspectives. Cela signifie que vous avez déjà été tous ceux qui ont existé, et que vous serez tous ceux qui existeront un jour. Vous avez vécu les triomphes et les échecs de tous, vous avez commis des actes héroïques et des atrocités innommables, et vous avez ressenti chaque douleur, chaque joie, chaque peur, et chaque espoir. Un aspect déroutant de cette théorie est qu'elle rejette une vision linéaire du temps. Cela signifie que vous pourriez vivre une vie en 2023, puis une autre en 1800, ou même dans un futur lointain. Le temps n'est pas une séquence rigide d'événements, mais un cadre que votre conscience traverse de manière fluide et imprévisible. Vous pourriez être aujourd'hui en train de lire ceci en tant qu'une version de vous-même moderne, mais être également, dans une autre perspective, un paysan médiéval, une victime de guerre, ou un futur explorateur spatial. L'une des idées les plus troublantes de l'individualisme ouvert est qu'elle rend chaque acte que vous faites, ou que d'autres font, profondément personnel. Si vous êtes tout le monde, alors les atrocités commises par un autre ne sont pas seulement des événements externes, elles sont des choses que vous avez faites, dans un autre contexte, à une autre version de vous-même. Cela pourrait donner un poids moral écrasant à chaque action, aider quelqu'un revient à vous aider vous-même, tandis que blesser quelqu'un, physiquement ou émotionnellement, revient à vous blesser directement. Mais cela soulève aussi une question vertigineuse, si vous avez déjà été Hitler, Gandhi, ou n'importe quel autre individu, cela signifie-t-il que votre vous actuel est inévitablement prédestiné à vivre des vies similaires dans d'autres contextes ? Ou bien pouvez-vous encore influencer la trajectoire de cette entité unique par vos choix dans le moment présent ?
L'individualisme ouvert invite également à réfléchir sur l'idée d'évolution spirituelle ou collective. Sommes-nous, en tant qu'unique conscience, en train de progresser vers une compréhension plus profonde de l'univers, de la moralité et de nous-mêmes? Ou sommes-nous enfermés dans une boucle éternelle d'expériences, condamnés à répéter les mêmes schémas sans fin? Vous pourriez être aujourd'hui une version plus évoluée de cette conscience unique, ayant appris de ses erreurs passées et cherchant à agir avec plus de compassion et de compréhension. Mais il est également possible que nous soyons encore au tout début de ce voyage cosmique, avec encore d'innombrables expériences à vivre avant d'atteindre un état de véritable illumination. Ce qui rend cette théorie si difficile à ignorer, c'est son pouvoir de transformer notre perception de la réalité. Elle nous force à reconsidérer ce que signifie être une personne, ce que signifient nos relations avec les autres, et même ce que signifie la mort. Si tout est relié, alors chaque moment, chaque action, chaque interaction porte une signification presque écrasante. Peut-être que cette idée continue de hanter votre esprit parce qu'elle contient une vérité fondamentale que nous sommes, à un certain niveau, incapables d'accepter pleinement. L'idée que nous ne sommes pas vraiment séparés, que nous sommes tous une seule et même entité explorant l'univers à travers d'innombrables perspectives, est à la fois réconfortante et terrifiante. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.